Salut à tous, je suis Sylvain Yaoumia, je suis banquier entrepreneur. J'ai une formation académique typiquement de banque et marchés financiers et j'ai eu à effectuer le début de ma carrière dans des institutions financières. Et par la suite, j'ai commencé à entreprendre avec des idées de projet. Et donc, j'ai lancé d'abord une entreprise d'agroalimentaire au Maroc où je vivais. Et lorsque je suis entré en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à développer d'autres idées d'affaires, notamment dans certains secteurs qui, pour moi, paraissaient les plus idéales. Là, présentement, je suis cofondateur de l'entreprise FGL, Forest Multi-Service Group, que je dirige avec mes deux frères associés. C'est une entreprise qui exerce dans l'exploitation forestière, l'industrie forestière plus précisément. Et à côté de cette activité-là, j'ai une activité sociale dans le domaine de la banque qui est la Young Bankers Club. Young Bankers Club que nous avons fondé, une association qui regroupe des jeunes professionnels du secteur bancaire. Une association qui vise à apporter un plus dans l'éducation financière de nos populations. Et à travers cette association Young Bankers Club, nous avons pu organiser la première édition des Young Bankers Awards, qui est un concours d'excellence, qui célèbre l'excellence au niveau du secteur bancaire, l'excellence des jeunes, ces jeunes-là qui seront le visage de la banque de demain. Donc à travers ce concours, on aimerait valoriser les anciens qui ont déjà réalisé de grandes choses pour l'évolution du secteur bancaire, mais en même temps aussi mettre en avant ces jeunes talents-là qui, par leur réflexion, pourront apporter un plus à ce qui serait la banque africaine compétitive pour demain. Donc, à travers Young Bankers Award, nous avons pu célébrer ces mentors-là et en même temps célébrer cette jeunesse vaillante-là. Je prendrai l'exemple de la communauté que j'ai pu visiter, les Avikam. Lorsque nous sommes arrivés dans ce village, la première des choses que les populations nous ont demandé, c'était véritablement qu'est-ce qu'on leur apportait. Parce que ces populations-là ont eu l'habitude de recevoir la visite, soit de certains mouvements politiques, de certains mouvements de la société civile, des ONG et autres. Mais très souvent, ces visites-là étaient des visites, je ne dirais pas guidées ou des visites qui avaient une intention de toucher cette population-là, prendre des images, l'utiliser en quelque sorte et ne plus revenir. Nous sommes passés, nous leur avons dit que notre présence n'était pas pour faire du folklore. Nous ne sommes pas venus vers eux pour les amener à nous raconter leur histoire et repartir sans revenir. Notre présence s'annonçait pour le long terme. Et le long terme, en cela, nous aimerions nous investir. On pensait s'investir et on compte s'investir en eux. Et pour qu'ensemble, on puisse bâtir cette communauté économique que nous allons accompagner nous-mêmes et avec laquelle nous allons essayer de grandir. Et durant ces 6 années que vont durer la première saison de notre programme. Ainsi donc, la différence que nous apportons, c'est que nous finançons des projets que nous structurons, nous accompagnons ces projets-là et nous sommes avec ces populations durant le long de notre programme. La deuxième différence avec ce qu'on peut avoir connu dans le passé, c'est que nous ne venons pas faire des dons, nous ne venons pas nous ne venons pas traîner dans du verbiage, si je peux le dire. Nous venons apporter des solutions et des réflexions que nous poussons avec ces populations elles-mêmes. Le besoin de ces populations-là, qu'il soit économique, financier, je dirais sanitaire, avec ces populations-là, nous allons déterminer le réel besoin. Et ce besoin-là, nous allons essayer de le construire ensemble, en mettant ensemble nos forces. Moi, je suis le président du programme qui a siégé durant le mois de mai. Je me suis attelé à travailler sur la culture Avikam. Durant les 70 mois que vont durer la première saison du programme, je serai avec ce peuple Avikam-là, qui est devenu aujourd'hui ma seconde culture. Et ce peuple-là, je vais grandir avec lui durant les 70 mois. Cet entrepreneur local que nous allons accompagner, l'impact véritable, c'est de lui permettre de partir de sa petite boutique, de sa petite structure entrepreneuriale qu'il a décidé de lever et de le sortir de ce village-là pour en faire un champion local
qui pèse de par sa valeur, qui pèse de par ses actions. Donc l'impact véritable que nous venons apporter, c'est un changement qu'on peut toucher, un changement palpable. Et nous amenons cette nouvelle force-là pour dire qu'on peut réfléchir, on peut penser projet, on peut critiquer, mais la vraie et la véritable force, c'est d'apporter le changement réel. C'est de partir du peu qu'on peut faire et de grandir avec cette population-là pour que dans 6 ans, on puisse partir de 0 à héros. Pourquoi? Nous avons débuté cette aventure depuis le 1er mai 2024. Et le 1er mai 2024, donc, j'ai eu l'honneur d'être le président du mouvement, du programme pendant 1 mois. Et mon mandat a duré du 1er mai 2024 au 31 mai 2024, bien évidemment. Et la culture sur laquelle j'avais pour projet de m'inscrire et d'effectuer des recherches était bien évidemment la culture Avikam, que je devais connaître plus, connaître davantage. Je rappelle que ce n'est pas ma culture personnelle, mais c'est l'idée des inséparables, amener le commun des Ivoiriens à s'intéresser à ce qui se passe chez son frère du nord, de l'ouest, du sud, du centre et de l'est. Ainsi donc, durant le mois de mai, nous avons eu à travailler sur la culture du peuple Avikam. Nous sommes déplacés dans la région des Grands Ponts, à Jacquesville et après à Grand Laou. Et au niveau de Grand Laou, nous avons sillonné cette région-là que nous avons trouvée assez riche et une région qui renfermait assez de potentialités. Et nous avons pu choisir un village dans la zone de Grand Laou, qui est le village de Lipi Liassé Broguida. Je profite de l'occasion pour remercier les autorités locales de ce village-là qui nous ont accueillis avec une joie immense, avec tout ce qui va comme protocole dans ce village-là. Et nous avons été accueillis comme des ressortissants de ce village, ce qui nous a permis de facilement poser nos valises et informer la population de nos intentions. Et nous avons été assez pertinents, si je peux dire, dans nos intentions. Nous avons exprimé à cette population-là que notre présence dans leur village était pour amener cette communauté-là à prendre elle-même le devant des choses. Parce que très souvent, nous avons l'impression que le changement doit venir de nos gouvernants et l'État en lui-même ne peut pas tout faire. Donc, qu'est-ce que nous pouvons nous-mêmes faire pour apporter du changement, améliorer les conditions de vie de nos populations? Donc, nous devons faire prendre conscience à nos populations locales, à nos communautés locales, que le changement peut débuter par eux-mêmes avant l'appui de l'État. Ainsi, on a échangé avec cette population-là, on a essayé de la connaître son histoire, connaître sa situation géopolitique, connaître sa situation démographique, connaître ses attentes. Et à travers ces échanges, nous avons pu faire une analyse, un diagnostic économique, social, politique et culturel de ce peuple-là, de cette culture-là. Et à travers ce diagnostic, on a essayé de déceler un tant soit peu les politiques locales qu'on pourrait mener, les actions locales aussi qu'on pourrait mener pour apporter de l'amélioration au quotidien de ces populations-là. Il faut dire que notre séjour là-bas a été très intéressant. Ça nous a permis de toucher à certaines réalités. Lorsqu'on effectuait notre voyage sur ce village-là, on n'avait pas pleine mesure de ce qu'on allait rencontrer comme obstacle sur la route. Et on est allé dans ce village se disant que la distance étant littéralement assez courte d'Abidjan, on se disait qu'on allait faire un voyage assez tranquille et qu'on allait vite revenir sur Abidjan. Et on a été très surpris de constater qu'arrivé au bord du lac là, il fallait attendre un bac pour pouvoir nous faire traverser. Et ça a été une expérience que nous avons vécue. Attendre le bac pendant pratiquement 30 minutes, 1 heure, effectuer la traversée et se dit que si on monte sur le bac et que le bac commence à effectuer la traversée, qu'il y a une personne qui est en danger qui arrive derrière, elle ne pourra qu'attendre qu'on soit de l'autre côté et que de l'autre côté de la rive, le bac puisse attendre encore 30 minutes que des gens puissent charger avant de regagner l'autre rive. Ça crée déjà une problématique de sécurité et une problématique sanitaire au cas où il y a véritablement une urgence sanitaire dans cette zone-là. Et ça nous a permis aussi de comprendre cette réalité-là qui fait que ces populations qui sont là-bas sont déjà habituées à ce mécanisme du bac, à tort ou à raison, mais
le bac fait partie aujourd'hui de leur vie. Et donc, elles essayent un tant soit peu de meubler leur vie autour de ce bac-là. C'est-à-dire effectuer un déplacement, s'y prendre tôt, en mettant dans son programme, dans son planning, l'heure que le bac va prendre, le temps que le bac va prendre, en anticipant sur le bac même. Parce que lorsque nous avons effectué la traversée et qu'on était de l'autre rive, l'agent qui était sur le bac nous a rappelé qu'une fois dans le village, on devait tout faire pour être de retour avant 17h, parce qu'après 17h, il n'y aurait plus de traversée. Et donc, si on arrivait après 17h, il était évident qu'on allait se retourner dans le village et dormir. Ce n'était pas l'envie de rester dans ce village qui manquait, mais bien évidemment, on avait d'autres réalités, d'autres programmes au niveau de la capitale, bien évidemment. Donc, on a senti cette pression-là de revenir tôt pour pouvoir traverser parce qu'il y avait le bac. Chose qu'une route, un pont aurait pu permettre d'éviter. C'est pour dire un peu comment la route précède le développement, on le dit, mais bien souvent on l'entend, c'est une parole assez littérale, mais en réalité la route effectivement précède le développement. Nous savons que des mesures sont en cours pour essayer d'alléger la situation avec des ponts, tout ça. Mais ça nous a permis aussi de comprendre la réalité économique de ce peuple-là. Parce que dans ce village où nous sommes arrivés, il y avait quand même des situations assez précaires au niveau des centres de santé qui n'existent pas, au niveau même des établissements d'éducation qui n'étaient pas véritablement assez bien constitués. Et le danger permanent dans ces villages-là du Grand Ouest, c'est l'avancée de la mer. L'avancée de la mer. Aujourd'hui, on parle d'écologie, on parle du réchauffement climatique. Et l'avancée de la mer pousse ces petits villages-là à déménager, à migrer à chaque fois. Chaque fois que la mer avance le long des côtes, elles sont obligées de plier bagage, ces populations, et de se trouver un autre endroit, un autre site pour réimplanter leur village. Voilà un peu des situations sociales que vivent nos populations. Et donc, notre présence là-bas a permis de prendre un peu le pouls de la situation, la mesure des réalités vécues par ces populations-là. Et au sortir de cela, on a essayé de réfléchir sur des solutions pragmatiques à apporter à ces populations-là. Nous ne sommes pas en train de nous substituer à l'État ni aux collectivités locales, mais nous sommes en train de réfléchir à apporter notre soutien, à apporter le petit soutien que nous, en tant que jeunes Ivoiriens, pouvons apporter dans chacune de nos communautés. Ainsi, durant le mois de mai, nous avons eu à travailler sur ce peuple à Vicam. Il faut comprendre que les 70 cultures sélectionnées par le programme Inséparable seront sillonnées chaque mois. Donc chaque mois, il y aura une culture sélectionnée et elle sera chapeautée par un président qui va assurer la présidence du programme. Cette alternance mensuelle peut sembler assez fastidieuse, mais c'est en réalité une manière d'amener déjà le jeune Ivoirien à comprendre que l'alternance n'est pas une chose néfaste en soi. Parce que j'ai été président du programme pendant le mois de mai. Nous sommes dans le mois de juin. Il y a un nouveau président, le président Yago, que je salue au passage, qui est en train de travailler sur une nouvelle culture. Cela n'empêche pas que je continue à travailler sur la culture à Vicam, à continuer à faire des recherches sur ce peuple-là, à améliorer ma connaissance de ce peuple et surtout à suivre le programme au niveau de ce peuple-là. Donc, durant 70 mois, nous allons parcourir la Côte d'Ivoire profonde et à travers 70 villages répartis sur toute la superficie du pays pour toucher au cœur la réalité économique, la réalité sociale de nos communautés. Et dans chaque village que nous allons sillonner, le programme Inséparable vise à sélectionner un entrepreneur local. Cet entrepreneur-là sera accompagné à travers un projet économique, un projet qui puisse apporter du réel changement dans sa communauté, dans son village, dans sa circonscription. Donc, nous accompagnons des entrepreneurs que nous finançons, bien évidemment. Nous les finançons et nous les accompagnons durant toute la durée de ce programme-là, de sorte à créer dans chaque culture, dans chaque communauté, des forces
des champions locaux en réalité. Et l'idée, c'est de pouvoir, au sortir des 70 mois qui vont couvrir, qui feront environ 6 ans, au terme de ces 6 ans de travaux, pouvoir sortir 70 entrepreneurs locaux qui puissent être des forces de proposition, qui puissent être des champions locaux, qui puissent être des gens sur qui l'on peut s'appuyer pour apporter le développement là où il devrait être. Il est clair qu'on ne peut pas toucher une communauté locale sans toutefois prendre attache avec les autorités, que ce soit les autorités politiques, coutumières ou administratives locales. Donc, notre premier voyage a participé à ce qu'on puisse déjà tisser un lien avec les communautés coutumières, les communautés villageoises. Donc, nous avons pu entrer en contact avec le village Iliassi Gologida. Nous avons pris contact avec le chef de ce village. Nous avons pris contact avec la présidente des femmes du village, vu qu'elle a un poids assez intéressant dans sa communauté locale. Donc, ces communautés, ces autorités coutumières locales-là, nous avons déjà pris attache avec elles. Ça, c'était lors de notre premier voyage dans ce village pour nous enquérir de la réalité de ce village. Et il est clair que notre action ne se limite pas à ce village, vu que nous travaillons sur la culture avikam, et donc toutes les circonscriptions qui sont habitées par le peuple avikam nous intéressent. Ainsi donc, nous sommes en train de nous organiser de sorte à toucher les autorités administratives au niveau du chef-lieu de région qui est Grand Laou, toucher les autorités administratives, leur faire part de nos intentions. Ces intentions-là que nous rappelons ne sont pas des intentions politiques. Nous sommes guidés par l'envie de changer les choses de façon économique. Nous apportons un changement économique local. Un changement économique local qui est subventionné par des initiatives privées, des jeunes Ivoiriens qui se mettent ensemble pour apporter un tant soit peu le changement économique dans chaque communauté. Donc, nous pensons que nos réflexions, parce que dans le noyau central du programme Les Inséparables, nous avons un cercle de réflexion aussi qui est formé d'Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, de la diaspora, et d'Ivoiriens de toutes les couches, d'Ivoiriens de toutes les intelligences, qui ensemble essayent de construire des réflexions positives et constructives sur plusieurs thématiques. Et donc, ces thématiques-là, nous les choisissons en fonction de la réalité que vivent nos concitoyens. Et donc, à travers ces réflexions-là, nous avons fait sortir des recherches, nous avons fait sortir des données économiques. Et ces données-là, nous allons bien évidemment les partager avec les autorités administratives locales pour leur dire voilà les réflexions que nous avons menées, voilà ce que nous pensons peut améliorer la vie quotidienne de ces communautés-là, voilà comment nous, à notre modeste façon, nous pensons contribuer à améliorer les réalités économiques et sociales de ces communautés. Et nous attendons de ces autorités administratives qu'elles puissent nous faciliter l'accès à ces communautés, qu'elles puissent nous accompagner dans la réalisation de notre mission. Et nous nous tenons aussi disponibles à collaborer avec ces communautés, à les appuyer dans leur projet de développement s'ils ont besoin d'une force je dirais intellectuelle, d'une force de réflexion sur certaines thématiques. Nous mettons à leur disposition nos experts de sorte à vraiment en symbiose apporter ce changement à ces communautés-là. Donc l'impact que nous devons avoir ne se fera pas sans l'appui des autorités locales. Et donc nous sommes en train de prendre la tâche avec toutes les autorités locales. Et pour ma part, j'ai commencé avec la région des Grands Ponts, comme j'ai dit. Grand Laou, c'est la base de nos actions. Donc les autorités locales, le maire de Grand Laou, le député, en tout cas toutes les autorités dans la zone de Grand Laou qui, en force de la loi, nous allons prendre attache avec elles pour pouvoir implémenter et dérouler le programme que nous avons dans cette communauté-là. Il faut dire que à l'entame de ce programme-là, il nous semblait assez fastidieux en un mois de prendre attache avec une population et de s'imprégner de ces réalités-là.
Mais de cette expérience-là, nous avons compris que le plus difficile, c'est de commencer. Parce que nous ne serons jamais prêts pour mieux faire. Donc, le plus difficile, c'est de commencer. Et lorsque nous commençons, il est aisé d'améliorer les choses au fur et à mesure. Donc, c'est la principale leçon que nous avons appris de cette expérience, de cette première expérience. Et c'est une expérience assez enrichissante parce qu'elle nous amène à rentrer dans un univers qu'on ne connaît pas. Et les 70 présidents à la tête du programme durant ces 70 mois ont choisi des cultures qui ne sont pas leurs cultures, des peuples que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, ne connaissions pas. Et c'est le challenge, c'est là que se trouve tout le challenge, aller vers des peuples qu'on ne connaît pas, s'imprégner de leur réalité, faire naître la confiance afin que ces peuples aussi puissent s'ouvrir à nous et nous expliquer leur réalité et nous aider à améliorer les choses. Donc, ce sont ces leçons-là, ces leçons d'humanisme parce que il faut comprendre que qui donne s'enrichit. Et donc, on ne peut pas rester cloîtré dans nos salons, dans nos restaurants, à critiquer les choses, à émettre des idées sans toutefois les pratiquer. Donc aujourd'hui, la véritable leçon, c'est qu'on porte la réflexion, mais à côté, on s'arrange à ce que nos réflexions puissent être matérialisées par des actions concrètes. Et c'est ce que le programme Les Inséparables Agir Ensemble apporte aujourd'hui. Apporter des solutions concrètes, parce qu'elle est portée par des jeunes intellectuels, des jeunes de diverses formations. Mais ces jeunes-là auraient pu se limiter à apporter des réflexions dans des débats que je pourrais cataloguer de débats stériles, vu qu'un débat reste stérile lorsque les fruits de ce débat-là restent dans des gros livres et ne sont jamais des actions concrètes qui touchent nos populations. Aujourd'hui, on veut effectuer des débats, on veut effectuer des réflexions, mais à travers ces débats et ces réflexions, faire sortir des idées concrètes et pousser ces idées concrètes par des actions que nous allons mener sur le terrain. Donc, c'est véritablement la leçon la plus grande apprise, la plus grande que nous avons pu apprendre de notre aventure. Un mois, c'était peu. Nous continuons le travail, mais un mois déjà, ça a permis d'asseoir quelque chose, ça a permis de tisser un lien. Donc, il ne faut jamais hésiter à commencer. Et tous ceux qui ont un projet, moi, je voudrais leur demander de ne jamais hésiter à commencer. Ça, le départ est toujours difficile, mais une fois qu'on est lancé, je pense que la divine providence essaie d'agencer les choses pour que les choses s'améliorent au fur et à mesure.